Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. C'est quoi votre truc ? Depuis 1959, le Trophée de la Venoge anime la région avec sa fête de 5 jours, rassemblant les jeunesses des communes voisines de la Venoge. Attirant près de 10 000 personnes à chaque fois, cet événement se déroule dans une atmosphère festive, sportive et conviviale. Les sociétés de jeunesse campagnarde s'affrontent dans des épreuves sportives variées, telles que l'athlétisme, la lutte, le tir à la corde, le volley, le football et le cross. Le cœur de la fête est une place animée, équipée d'une tonnelle, caveau, cantine et diverses animations, créant une ambiance exceptionnelle. Cette première manifestation de la saison des copeaux offre de nombreuses occasions de se divertir, que ce soit lors du tournoi de pétanque par exemple, ou du concours de tir à la corde. Chacun y trouvera de toute façon de quoi se dégourdir et profiter pleinement de ces journées festives. Vous avez toutes et tous rendez-vous dès mercredi prochain, du 19 au 23 juin, plus précisément du côté de Cossonay, chez les Tringourdins, pour le Trophée 2024. Et ce matin, pour parler de cet événement, je reçois Nicolas Combe et Arthur Scharrer. Bonjour messieurs. Bonjour. Président et vice-président, c'est ça Exactement. Pas dit de bêtises. Bonjour, comment ça va ? Impeccable. Là, vous êtes en train de régler, on va dire, presque les derniers préparatifs de cet événement, qui est une grosse organisation pour une société de jeunesse. Oui, totalement. Là, c'est dernière ligne droite, donc c'est les derniers petits montages, dernière mise en place, réception de tout le matériel, que ce soit des boissons, de la nourriture. Ouais. Organiser un événement tel que celui-ci, c'est beaucoup j'imagine, de préparation en amont, et puis c'est des mois de travail. Bien sûr, il y a tout un côté administratif qui est là depuis bientôt 8 mois en place déjà, pour trouver aussi tout ce qui est sponsor et autres, et faire un maximum déjà de pub. Donc non, c'est beaucoup de boulot, de coups de téléphone et puis de mails à faire pour préparer tout ça. Alors ça, c'est le président qui parle, c'est ça ? Oui. Donc le président, il a une grosse pression sur les épaules, mais il est quand même, il a quand même du monde autour de lui. Bien sûr, j'ai la chance d'avoir un très bon comité. Ils sont jeunes, mais ils sont très motivés, donc ils sont toujours là si j'ai besoin d'aide et puis que je suis un peu débordé pour me donner un coup de main. C'est aussi ça, la vie en société de jeunesse, c'est aussi une école de vie en quelque sorte, parce que là, organiser encore une fois un événement comme celui-ci, c'est presque des Jeux Olympiques régionaux, c'est un peu ça. En plus qu'on boit des verres, mais ça c'est après l'effort, le réconfort. C'est une école de vie quand même un petit peu. Non, alors bien sûr, c'est ça, c'est le gros point fort des jeunesses campagnardes, c'est que d'organiser des événements comme ça et autres, ça nous permet vraiment de prendre en maturité et puis de découvrir plein d'aspects de la vie ensemble qu'on n'aurait pas spécialement. Ouais. Et comment vivait tout ça, le vice-président, ça va ? Oui, ça va bien. Là, c'est l'investissement de temps. Ouais. Alors, on va parler un petit peu du programme. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver durant ces 5 jours de fête ? Parce que vous n'allez pas beaucoup dormir là, ces prochains jours. Alors, évidemment, c'est ouvert aux sociétés de jeunesse, mais c'est aussi ouvert à tout le monde et toutes celles et ceux qui ont envie de venir passer un bon moment. Bien sûr, bien évidemment. Donc, c'est sûr, c'est différents bars. C'est des concerts aussi un peu chaque soir dans le caveau des anciens, donc avec ce côté convivial. Et puis après, sinon il y a aussi les diffusions des matchs de l'Euro et autres. Oui, tout à fait. Et puis après, une partie officielle le dimanche, avec un cortège dans tout le village où il y aura plusieurs chars qui vont défiler et autres. Donc, Le clou du spectacle, c'est, pour terminer la manifestation, c'est cette parade. Exactement. Voilà, tout à fait. C'est important ce que vous venez de dire parce qu'effectivement, ça tombe en plein pendant l'Eurofoot. Là, du coup, on pourra venir faire la fête, en plus suivre les matchs. Vous avez une fan zone en quelque sorte sur place, quoi. Oui, exactement. On a un des bâtiments qui est équipé avec 3 écrans, donc on diffusera un peu tout ça. Alors, c'est combien de sociétés de jeunesse qui vont participer à ces joutes, à ces jeux, j'aime bien dire ces Jeux Olympiques régionaux. Totalement. Non, après, c'est un peu dur à dire, mais en tout cas, le Trophée de la Venoge, ça regroupe 24 sociétés de jeunesse. Et après, il peut encore y avoir en plus des sociétés externes. Donc, ça peut vite monter. Donc voilà, ça fait pas mal de monde.
Aujourd'hui, en 2024, l'état d'esprit des sociétés de jeunesse, est-ce qu'il est toujours là? Vous le sentez toujours présent? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Là, je parle comme un vieux, parce que j'ai aussi vécu cette période à l'époque. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez qu'il y a toujours un engouement? Monsieur le vice-président. Oui, je pense qu'il y a toujours un engouement. Moi, je suis rentré avec plusieurs membres, on a été une bonne équipe motivée, puis je vois qu'autour de moi, dans les autres jeunesses, il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont motivés. Après, je pense que ça a quand même bien évolué comparé à l'époque. Mes parents ont fait partie d'une jeunesse, je pense que ça a beaucoup changé. Quand vous parlez d'évolution, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce qui a changé? Les manières de faire aussi. Pour organiser quelque chose, c'est un peu plus compliqué. Voilà, en tous les cas, comme je le disais tout à l'heure, c'est une belle école de vie. Et c'est important pour une région d'avoir des sociétés comme celle-ci qui font vivre aussi et qui permettent de divertir aussi toute une région, notamment la région de Cossonay. Oui, totalement. Et puis c'est vrai que surtout, nous, on s'investit aussi beaucoup pour notre village. Ça nous tient très à cœur. Donc c'est aussi le but après de bosser pour le village. On organise le 31 juillet et d'autres fêtes pour le village également. Voilà. Et ça permet de faire un peu vivre tout le village. Ouais. Alors quand on dit que ça se passe à Cossonay, ça se passe où exactement à Cossonay, de cet événement? Alors c'est dans la zone En Marche précisément. C'est à côté du terrain de foot de Cossonay. Voilà, donc ce sera facile à trouver, de quoi se garer à proximité évidemment. Et puis tous les soirs, il y a évidemment de quoi s'amuser, il y a des divertissements, des soirées qui sont organisées. Il y a un programme complet qu'on peut retrouver notamment sur votre site internet. Exactement, on peut seulement retrouver sur le site internet trophédelavenoge.ch. Et puis là, il y a toutes les informations, tout le programme. Et puis voilà, il y a, comme je disais avant, il y a des concerts tous les soirs, différents bars ouverts, une cuisine avec plein de repas différents et autres. Donc on peut même manger une fondue au caveau si on en a envie, s'il fait pas trop chaud. Trop chaud, effectivement. Bon, nous, on vous souhaite quand même un petit peu de soleil, parce que là, la météo en ce moment, elle est un peu capricieuse. On peut espérer que d'ici quelques jours, c'est dans une semaine, on peut espérer, et on vous le souhaite, que le soleil pointe enfin le bout de son nez. C'est bien s'il fait pas trop chaud non plus, c'est ça, parce que pour les différents trophées sportifs qui sont organisés durant l'événement, c'est bien s'il fait pas trop chaud, c'est ça? Oui, alors. Sinon on boit trop, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est sûr que suivant comment, que ça soit pour la lutte, du tir à la corde, des fois, c'est quand même assez physique. Donc s'il fait chaud, ça peut vite devenir assez insupportable. Donc suivant comment, c'est plus simple s'il fait juste bon. Bon, on espère qu'il ne pleuve pas, en tous les cas, durant votre événement. Plein succès. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre, alors, à part du succès et du soleil? C'est les deux points les plus importants, non, mais un maximum de monde présent, et puis que tout se passe bien avec une bonne ambiance générale. Bon, on vous souhaite tout ça. Merci à tous les deux, Arthur Scherer et Nicolas Combe, d'être venus ce matin nous parler de cette édition du Trophée 2024. Ça se passe donc à Cossonay. Vous l'avez bien sûr noté, du 19 au 23 juin. Et toutes les infos, il y a deux sites internet. C'est trophée2024.ch ou trophée-venoge.ch, c'est ça? Non, c'est trophée 2024. Trophée2024.ch. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site internet pour découvrir le programme complet. Et puis c'est un événement bien sûr à vivre avec M le Média, et on est très content de pouvoir aussi s'associer à cette manifestation pour vous garantir de bons moments. Plein succès, merci messieurs. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Énorme. Je suis Comor, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. La 52e édition du Festival de la Cité à Lausanne se déroulera du 2 au 7 juillet prochain, proposant 136 projets artistiques, incluant 61 spectacles, 66 concerts et une trentaine de DJ sets, investissant 32 lieux dans la capitale vaudoise. Cet événement culturel gratuit offre près de 180 représentations. Vous parlez en vaudois, 180 représentations. Au total, 33 nationalités seront représentées. Durant ces 6 jours, la programmation sera foisonnante et interdisciplinaire, prenant le pouls de la création contemporaine. Les festivaliers pourront découvrir de nouvelles créations et de nombreuses premières suites. L'événement s'étendra dans son fief historique, au bord du lac, et dans le parc des Vergers de l'Ermitage. Et une cinquantaine de bars restants seront ouverts, comme les années précédentes d'ailleurs.
visiteurs. L'événement attend environ 100 000 visiteurs. Et pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois ce matin Martine Chalvera. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Directrice de cet événement, 52e édition. Ça y est, on se disait il y a quelques instants en antenne, je vous le confie, c'est dans 2 semaines, quoi. Ouais. On n'a pas l'impression que c'est là. Hein, non, on attend qu'il fasse un peu plus chaud, on attend le soleil aussi et on sera prêt. Alors, le soleil, il y a tout le monde qui l'attend. Hein. C'est un petit peu la discussion qu'on a tous et tous en ce moment. C'est vrai qu'on l'attend avec impatience. Et cette 52e édition s'annonce comme un grand cru. Oui, alors on est très content de la présenter au public. On se réjouit d'accueillir tous les artistes, autant musique que théâtre, danse et cirque à Lausanne. C'est toujours un beau moment de communion entre le public, les artistes, l'espace public. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Et il y en aura, j'ai donné quelques petits highlights là tout à l'heure, il y en aura vraiment pour tout le monde. Hein. Ça c'est important et c'est un petit peu ça l'ADN du festival, c'est qu'il faut réussir à faire plaisir à tout le monde, mais en même temps faire découvrir des choses. Hein. Oui, clairement. Alors, je crois qu'on travaille vraiment là-dessus, au niveau de la journée aussi, d'avoir des projets plus jeune public, tout public, en début de soirée, pour ensuite avoir les concerts, les spectacles, et finir à Tridel le week-end pour les afters de 11h à 5h du matin. Ouais. Donc, c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment d'élargir cette programmation pour que tout le monde y retrouve son compte, finalement. Ouais. Alors, ça va être une belle édition. Le soleil sera au rendez-vous, on l'espère, on vous le souhaite évidemment. On va parler un peu de ces projets artistiques, de quelques-uns qu'on peut mettre en avant, parce qu'il y a vraiment de très très belles choses à découvrir. Vous avez envie de commencer par quoi, Madame la directrice ? Alors peut-être que je parlerai d'une scène qu'on a imaginée cette année, qui sera en verdure. Ça sera les Vergers de l'Ermitage. Oui. Et là, on a une programmation qui se déclinera entre musique et danse, avec des projets assez légers techniquement et dans l'esprit du lieu. On aura par exemple le duo Knobil, donc Louise Knobil qu'on connaît bien dans la région, qui viendra en duo avec une clarinettiste. On aura aussi de la danse avec un projet belge qui s'appelle Troisième Nature, qui est un projet vraiment organique où 2 créatures se déploient pendant 1 heure et avec son lot de surprises. Donc on a vraiment une programmation dans l'esprit du lieu. Et ça se passe dans des lieux emblématiques de Lausanne. Hein. Ça aussi, c'est le moyen de redécouvrir sa ville avec ce que vous proposez dans votre programmation. Parce que des fois, on a tendance à oublier qu'on a des endroits assez incroyables, et dans tous les styles aussi. Hein. Oui, alors je crois que c'est une de nos volontés et un de nos objectifs, c'est aussi d'offrir un nouveau point de vue sur la ville, d'occuper l'espace public différemment aussi, de se réapproprier peut-être aussi l'espace public. L'année dernière, on avait créé une nouvelle scène au balcon de la Mercerie. La Mercerie, oui. Justement à côté du gymnase, qui offre vraiment ce point de vue sur Lausanne, sur les maisons de la rue de Bourg qu'on n'a pas autrement, comme le Pont Bessières par exemple, où on s'y arrête normalement pas, et là on a l'occasion d'y voir des concerts en fin de journée, début de soirée, au coucher de soleil, qui offrent vraiment aussi un nouveau point de vue sur la ville. Oui, c'est ça, c'est qu'on redécouvre ces endroits qu'on voit plus, parce qu'on passe tous les jours à côté et on les remarque plus forcément, et puis là du coup, oui, mais c'est quand même impressionnant et c'est quand même pas mal, et ça permet finalement aussi de se rendre compte de certaines choses. Donc ça, c'est aussi le but de ce festival. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. De nombreux stands aussi, hein, c'est important de le rappeler, c'est que c'est toute la ville qui est en fête, en quelque sorte, et puis on va pouvoir se balader de haut en bas de la ville, et puis pouvoir se restaurer aussi. Ça aussi, c'est important. Oui, alors on a fait tout un travail aussi pour rendre la convivialité du festival, pour améliorer aussi la convivialité du festival, en réfléchissant aux différents espaces, notamment espaces de restauration, en travaillant avec des partenaires pour les stands. Donc oui, on aura une très très belle offre aussi de nourriture pour le festival. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Martine Chalvera, directrice du Festival de la Cité. Le Festival de la Cité, cette année, c'est du 2 au 7 juillet. C'est déjà la 52e édition et le programme est riche et varié. On l'a dit avant, c'est un grand cru, une belle édition qui vous
attend, et c'est dans à peine 2 semaines. Donc voilà, tout est prêt, tout va bien. Vous êtes sereine, Madame la directrice? Oui, je suis assez sereine. On va commencer les montages la semaine prochaine. Pour l'instant, tout va bien. Il se passe pas mal de choses dans cette période. On en parlait aussi un petit peu en antenne. Il y a le football et tout ça. Quand on organise un événement comme le vôtre, on doit penser à toutes ces choses-là. Est-ce que c'est une contrainte finalement? Oui, évidemment, on essaie de cohabiter. C'est vrai que le fait d'être au centre-ville, on cohabite avec autant les travaux qu'il y a au centre-ville que les autres événements. C'est vraiment, enfin voilà, on est obligé de cohabiter, bien sûr. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, la fête sera belle. Avant de revenir sur le programme, c'est une semaine où il y a une programmation incroyable. Vous êtes toute seule pour organiser tout ça? Parce que c'est colossal, hein, la programmation que vous proposez. Hein. Oui, alors on est 4 pour la programmation. Et puis, donc on a beaucoup d'échanges pour voir un petit peu comment est-ce qu'on veut décliner cette programmation. On travaille sur toute l'année, on voyage pas mal en Europe, aussi dans les festivals, pour pouvoir vraiment proposer une programmation qui allie des projets d'artistes plus confirmés et des projets d'artistes émergents. Vous avez un métier de rêve, en fait. C'est bien, c'est pas mal. Oui, c'est chouette. C'est quand même une année d'organisation, un événement comme ça, hein, quand même. Oui, clairement. On est 2 à l'année. Par contre, on est une quinzaine maintenant à quelques semaines du festival. Bon, très bien. Alors, moi, j'aimerais connaître un petit peu vos coups de cœur. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais quelques-uns que vous avez envie de mettre en avant et des choses immanquables, parce que parmi toute cette programmation, il y a quand même 2-3 choses qui ressortent. Alors, j'aimerais bien entendre un petit peu ce que vous nous proposez ce matin. Alors oui, évidemment, c'est difficile de mettre en avant des coups de cœur parce qu'on défend vraiment tous les projets avec beaucoup de conviction. C'est la question la plus difficile, je sais bien. Par contre, je pourrais vous parler peut-être du spectacle qui va ouvrir la Châtelaine. Donc c'est la grande scène qu'on a sur la place du château. C'est Hofstad qui est un metteur en scène, Elias Metewi, qu'on avait accueilli il y a 2 ans avec Ouragan. Et là, il va mettre en scène 6 adolescents qui sont pour la plupart jamais montés sur scène. Il a fait un travail incroyable. Hofstad, c'est une plage artificielle à la sortie de Bruxelles où les familles ou les personnes qui n'ont pas forcément le moyen de partir à la mer se retrouvent. Et là, c'est vraiment une pièce entre fiction et réalité de jeunes qui finalement montent un bateau pirate pour partir rejoindre la mer. Ouais, un beau spectacle à ne pas manquer, notamment. Et ça, c'est? Donc, ça sera le mardi 2 à la Châtelaine. Voilà, ça, c'est un petit coup de cœur que vous avez, même un grand coup de cœur que vous voulez nous proposer. Qu'est-ce que vous nous proposez d'autre, Madame la directrice? Alors, je vais vous proposer aussi une co-création, une coproduction du Festival de la Cité, qui sera les OSIP de Vincent Fontana. Donc, il est en train de travailler sur la création, qui sera présentée tous les soirs du festival au Parc de l'Ermitage, donc devant le musée de l'Ermitage, et qui part de l'histoire de OSIP, qui est ce personnage un peu bizarre, mais assez attachant, en fait, qu'on retrouve dans la pièce de Platonov de Tchekhov. Et s'est rendu compte, en fait, comme il a joué ce personnage, et il a invité avec lui 5 autres personnes, comédiens, comédiennes, qui ont aussi joué ce personnage, qui en fait, dans la réalité comme dans la fiction, ils se sont retrouvés un petit peu en dehors de la compagnie, avec ce personnage un peu bizarre. Et du coup, ça sera une pièce assez drôle, assez ludique, qui sera tous les soirs à 9h30 du soir au Parc de l'Ermitage. Voilà, un autre grand rendez-vous. Jamais 203, encore quelque chose? Alors, je vous parlerai aussi du Cri du Caire, qui est ce projet de poésie soufie mené par le poète et musicien tunisien Abdullah Minyaoui, et qui sera à la cathédrale, qui sera un très très beau moment, une belle envolée. Est-ce que vous avez le temps, parce qu'il y a tellement de choses, est-ce que vous avez le temps d'apprécier pendant le festival, de tourner un petit peu sur les différents sites où il se passe des choses pour pouvoir aller tout simplement apprécier votre programmation, votre travail?
Alors oui, mon but c'est vraiment de voir un maximum de choses. C'est surtout aussi de voir comment le public accueille les projets, de rencontrer évidemment les artistes, d'avoir leur ressenti. Parce que c'est vrai que la plupart des projets, en fait, on les fait sortir des salles. En tout cas pour ce qui est de l'art vivant, on doit aussi les accompagner techniquement. Donc c'est important aussi de les accompagner aussi lors de la représentation. Et puis, votre point de vue par rapport à nos artistes suisses que vous défendez aussi, évidemment, et il y en a aussi dans votre programmation. La scène suisse, comment, à votre avis, se porte-t-elle ? Alors, elle se porte très bien. C'est vrai qu'on a beaucoup de projets suisses. On a le projet, par exemple, de Billy Bird, oui, bien sûr. musicienne lausannoise, qui vient nous proposer, et qui vient nous proposer un projet XXL avec une trentaine de musiciennes sur scène, une vraie chorale. Et ça va être aussi un des moments très très forts du festival. Ouais. Donc la scène suisse, ça va bien, c'est important. Oui, la scène suisse se porte bien, autant dans les arts vivants que dans la scène musicale. Cette année, on a aussi pas mal de projets suisses alémaniques. Oui. Donc ça, c'est aussi chouette de pouvoir présenter des projets qui, finalement, pour la plupart, traversent la Röstigraben pour la première fois. Ouais. On vote pas la même chose, mais on aime bien les voir aussi. Il n'y a pas de souci. Et cette scène suisse, justement, peut-être que vous l'avez dit, vous voyagez un peu. Est-ce qu'elle s'exporte bien, finalement ? Oui, alors certains des projets phares s'exportent bien. Enfin, on a vu par exemple Slimka, enfin les projets hip-hop s'exportent bien, notamment sur les scènes francophones. Oui. Et puis on a quelques projets. Là, typiquement Louis Knobil qu'on va programmer au Verger. Toute une tournée aussi française. Enfin, plus en plus de dates, notamment en France. Donc oui, on a pas mal d'artistes. Enfin, Billy Bird revient de 2 tournées. En Allemagne aussi, donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'artistes en fait qui tournent à fond, donc ça c'est chouette, c'est hyper réjouissant. Merci Martine Chalvera. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à 2 semaines maintenant, on peut le dire grosso modo, à la louche, 2 semaines de l'événement? Du soleil et de la joie. Je crois que ça c'est sûr, on vous le souhaite de toute façon. Et puis du succès, évidemment. Du succès et des artistes heureux et du public heureux aussi. Je vous remercie d'être venu ce matin. On rappelle le site internet. Je vous laisse donner l'adresse. Je l'ai donné tout à l'heure. Alors c'est festivalcité.ch et on est très présent aussi sur les réseaux sociaux. Festivalcité.ch, c'est important, parce que je crois que j'ai dit fête de la cité tout à l'heure, mais j'ai encore quelques réflexes, pardonnez-moi. Festival Cité, c'est la 52e édition, et ça se déroule donc tout bientôt du 2 au 7 juillet, évidemment, dans la capitale vaudoise. Merci beaucoup. Balance ton sport. Et donc Balance ton sport, les news ce matin, on parle du capitaine de l'équipe suisse de Coupe Davis depuis 2005 et ancien coach de Roger Federer de 2007 à 2022. On parle bien sûr de Séverin Luthi qui est l'un des mieux placés pour évoquer la fin de l'ère Federer et Wawrinka et la période de creux que le tennis suisse traverse, Léo de Garrigue. Oui, dimanche matin, après avoir donné quelques conseils à de jeunes joueurs dans le cadre du Bonmont Tennis Master, nous avons rencontré Séverin Luthi. L'an prochain, le Bernois fêtera ses 20 ans à la tête de l'équipe suisse de Coupe Davis. Il en a vu passer du monde et j'ai commencé par lui demander s'il prenait toujours autant de plaisir à la tête de cette équipe. Ouais, parce que c'est toujours différent. Moi, si je réfléchis à les différentes générations que j'ai déjà pu voir, et puis à chaque fois on apprend aussi quelque chose. C'est des mecs sympas, c'est des mecs intéressants. Toujours intéressant, mais c'est clair, je ne vais pas le faire encore une fois à 19 ans. Mais non, c'est quand même un honneur de pouvoir être style l'entraîneur national, capitaine. C'est vraiment quelque chose que beaucoup de monde aimerait faire, alors c'est toujours un honneur pour moi. En novembre prochain, on fêtera les 10 ans du premier et unique titre de la Suisse en Coupe Davis. En 2014, Stan Wawrinka et Roger Federer nous avaient menés à la victoire. Depuis, le paysage du tennis helvétique a beaucoup changé. Comment Séverin Luthi perçoit cette évolution et ce petit creux dans l'élite du tennis suisse? Sa réponse. Moi, ce qui me plaît, c'est aujourd'hui quand on parle, il y a, par exemple, il y a 3 mecs de l'équipe de Coupe Davis qui sont en finale ou qui ont déjà gagné un challenger. Moi, je pense qu'on est plus large qu'il y a, par exemple, 5 ans en arrière,
on avait juste peut-être Laakson qui était dans les 200, sauf Rochester. Alors moi, quelque part, ça me plaît. On ne peut pas toujours avoir des top 10 ou un numéro 1 mondial, c'est pas normal quelque part. Alors je trouve qu'aujourd'hui, on est plus large et ça, c'est quelque chose qui me plaît, mais c'est clair qu'aussi il y a des up and down. C'est pas toujours top. Des fois, on aimerait avoir quelqu'un de plus encore, ou des fois, il y a des blessés, alors c'est toujours un peu un up and down. Mais non, aujourd'hui, je suis assez content de ça. Aujourd'hui, le premier Suisse au classement ATP, c'est toujours Stan Wawrinka, 39 ans, 93e du classement. Derrière lui, Leandro Riedi et Dominique Stricker pointent respectivement au 137e et 152e rang. La relève, ce sont eux, mais le niveau est clairement plus bas qu'il y a 10 ans. Est-ce qu'on a une chance de voir un Suisse aller chatouiller les premières places mondiales à court, voire moyen terme ? Je vous propose la vision de Séverin Luthi sur cette question. Les premières places mondiales, on ne sait jamais, je dirais, parce qu'il faut... Il doit avoir beaucoup de trucs qui s'alignent. On doit peut-être aussi avoir un peu de chance. C'est pas évident. Mais moi, je suis convaincu que, comme j'ai dit, qu'on est un peu plus large et que peut-être un ou deux de ceux-là peut aller plus loin encore. Ça, je suis confiant. Mais de savoir qu'il y a de nouveau un top 10 ou un vainqueur de Grand Chelem numéro 1 mondial, c'est vraiment pas ça qu'on peut compter dessus malheureusement, même si on fait tout juste. Je dis pas qu'on fait jamais tout juste, mais même si on fait tout juste, on peut pas garantir ça. Alors moi je pense en Suisse on a quand même beaucoup de chance. On a une belle histoire de tennis avec déjà Marc Rosset, Jacob Lazek. Ça a commencé là, et après aussi avec Hingis, Schneider. C'est incroyable l'histoire qu'on a, c'est un avantage. Je pense qu'on a une fédération quand même qui va assez bien. En Suisse, il y a quand même assez d'argent, on a une bonne infrastructure. Alors ça, tout ça, c'est quand même des raisons pourquoi on doit avoir des bons joueurs en Suisse. Moi, je suis convaincu de ça. Il y a des points positifs, il y a de l'espoir. Pour ce qui est du cas personnel de Séverin Luthi, il reste le capitaine de l'équipe suisse de Coupe Davis. On l'a vu en début d'année dans le staff du Danois Holger Rune, actuel 15e mondial. Luthi n'est resté qu'un petit mois. Il avait déclaré il y a un an ne pas vouloir donner plus de 20 semaines par an dans le staff d'un joueur. Est-ce qu'il aimerait retrouver un staff ? Réponse de Séverin Luthi. Je sais pas, c'est une bonne question. Je peux imaginer, moi je dirais pas que c'est impossible que je fais ça. Après, je suis pas sûr. Moi, je pense aussi que j'ai dit 20 semaines pour avoir un peu une idée, mais à la fin, je sais que c'est un peu la théorie. Souvent, on donne quand même plus après. Alors, j'essaie de trouver un peu mon chemin. Aujourd'hui, je ne peux pas dire dans quelle direction exactement ça va. Pour le moment, j'ai encore plein de choses intéressantes dans ma vie. Je suis toujours capitaine de Coupe Davis. Je travaille avec Flowbank comme ambassadeur. Il y a plusieurs trucs que je fais toujours. Alors, je ne m'ennuie pas. C'est un peu une situation de luxe dans laquelle je suis. Mais c'est clair que le tennis, ça m'intéresse beaucoup et je le suis toujours. Eh bien, vous avez rencontré du beau monde, mon cher Léon, ces derniers jours. Oui, c'était beau. La prochaine grosse échéance pour Séverin Luthi et la Suisse à la Coupe Davis, ce sera en septembre prochain où nous affronterons le Pérou dans le but de se maintenir dans le groupe mondial. La descente ferait tâche à quelques semaines de fêter notre 10e anniversaire du sacre de 2014. Mais on a confiance en l'équipe suisse, on espère qu'elle assurera son maintien. Bienvenue dans Morax & Co. Bonjour à tous, merci d'être là. J'espère que vous êtes en forme. C'est parti pour une heure de pur bonheur avec notamment Charlotte Jacobsen. Bonjour Charlotte. Bonjour Philippe. Comment allez-vous ? Ça va très bien. 2 bouquins cette semaine, voilà. 2 bouquins de poche qu'on va découvrir avec vous d'ici quelques instants. Ça, c'est des bouquins à mettre dans ses valises pour partir en vacances et flâner sur la plage, pourquoi pas. Exactement. Voilà, c'est très bien. Et on va parler d'amour aujourd'hui. Oui, d'amour. Ça, c'est bien. Ça fait du bien, un peu d'amour. Ça, c'est hyper important. On va parler aussi brocante ce matin. Et je suis très content d'accueillir un habitué maintenant de la maison. Il s'appelle Jacques Dufour. Bonjour Jacques. Bonjour Philippe. Comment ça va ? Très bien, merci. La brocante, c'est son dada. Il vient à peine de terminer celle de Lutry qu'il est déjà en train de parler de la prochaine qui se déroule à Orbe. C'est ça ? Tout juste. Ça a bien marché, Lutry ? Excellent, on est passé entre les gouttes, presque. On a arrêté un peu plus vite le dimanche, mais bon succès d'affluence. Et puis les marchands très contents. Donc c'est une brocante qui
qui devient légendaire. Très bien. Les brocantes, alors la brocante de Lutry, bien sûr, mais les brocantes, en général, on la cote. On va en parler évidemment aussi tout à l'heure. Vous allez en brocante vous avez j'adore ça. C'est vrai, vous aimez chiner ? Oui. Ouais, très bien. On en discutait avec Jacques. Je préfère les brocantes au vide-grenier. J'imagine que ça. Ah oui, alors attention. Alors, faut surtout pas lui dire ça. Faut pas parler vide-grenier. Attention, parce que vous allez me l'énerver là. Vraiment. Ouais. Bonjour également à Olivier Pittet. Bonjour Olivier. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler des concerts estivaux sur la Riviera vaudoise. Un été en musique sur les bords du Léman. Quoi de mieux, franchement ? Rien. En plus, c'est gratuit. En plus, c'est gratuit, donc il n'y a rien de mieux. Ouais, et en plus, c'est des événements à vivre avec les brocantes. Pardon ? Il y a les brocantes qui sont bien aussi. Mais c'est pas incompatible. Non. On peut très bien aller à la brocante et écouter de la musique ensuite, il n'y a pas de souci. Exactement. Il y a quelques animations musicales des fois dans les brocantes. Voilà. Ah, vous êtes presque en concurrence du coup ce matin. Alors, et Olivier Pittet, il aime bien chiner ? Alors moi j'aime bien, ouais. Si j'ai le temps, j'aime bien passer du temps dans les brocantes, trouver des petites pépites. C'est quoi qu'il cherche, Olivier Pittet ? Il n'a pas vraiment de chercher quelque chose précisément, mais tout d'un coup on tombe sur quelque chose d'intéressant, on le prend. Ouais. C'est génial. C'est un petit peu ça, le leitmotiv finalement quand on va dans une brocante, c'est on va pas forcément chercher quelque chose, mais on revient avec un truc. C'est ce qu'on avait dit, venez trouver ce que vous ne cherchez pas. Ouais. Le livre de la semaine. C'est les livres de la semaine, devrais-je dire. Et cette semaine, Charlotte nous présente 2 romans d'amour captivants, l'un en anglais, l'autre en français. D'abord, Les jours de ton absence de Rosie Walsh, publié en 2018. Je l'ai bien dit ? Hyper. Ça va. Et puis, Les vaisseaux du cœur de Benoît de Groult. Je l'ai bien dit ? C'est parfait. Je me fais engueuler après, sinon. Hein. Une œuvre classique de 1988, éditée chez Grasset. 2 visions distinctes de l'amour à savourer sans modération. Charlotte Jacobsen, on vous écoute. Alors, on va commencer par Rosie Walsh. Alors, effectivement, on parle d'amour aujourd'hui. J'ai mis un t-shirt rose. Oui, très bien. L'amour, ça vous va comme un gant. Merci. Alors, l'histoire des jours de ton absence. Alors, Sarah est anglaise, elle est installée aux États-Unis, mais en ce jour de juin, elle est de retour chez elle dans la campagne anglaise, comme chaque année, pour une commémoration toute personnelle dont on ne sait pas grand-chose. Sur son chemin, ce jour-là, elle rencontre Eddie, alors en pleine conversation avec un mouton. L'attirance est immédiate et réciproque. Ils passent 7 jours passionnés ensemble dans la vieille grange d'Eddie avant que celui-ci ne parte pour un voyage qui était programmé de longue date. Mais ils vont se revoir, c'est une évidence. Sauf qu'Eddie ne donne rapidement plus aucun signe de vie. Il disparaît même des réseaux sociaux en laissant Sarah dans l'incompréhension. Ses amis pensent qu'elle s'est fait des idées, mais Sarah sait ce qu'elle a ressenti. Entre Eddie et elle, c'est une évidence, une rencontre comme rarement on se reconnaît l'un dans l'autre. Donc ce silence pour elle est particulièrement suspect. Elle va le chercher sans relâche durant tout le roman, mais petit à petit, une piste se dessine en lien avec le deuil mystérieux que porte Sarah. Alors comment obtient-on un roman si délicieux et appétissant ? Je vous livre la recette de Rosie Walsh. 1 kilo d'amour, 500 grammes de drame, 500 grammes de suspense, 2 louches d'amitié, 2 cuillères à soupe de tendresse et une pincée d'humour. Versez le tout dans une belle couverture estivale, saupoudrez de dépaysement et de multiples rebondissements et vous obtiendrez 462 pages d'émotion. Ah, c'est joli ça. Un vrai livre de cuisine, c'est bien. Ah oui, superbe recette. La recette de l'amour. La recette de l'amour. Très bien. Les jours de ton absence, Rosie Walsh, à vous procurer absolument avant de partir en vacances. Comme ça, vous le mettez dans la valise et vous partez avec et ça fait du bien. Chez Pocket, en poche. C'est noté. Allez, on passe au Alors, on va vaisseau passer, du cœur. à un grand classique qui est sorti chez Grasset en 88 et puis qui a été réédité au livre de poche en 1990. Alors, on va construire une petite histoire. Imaginons que vous prévoyez de partir cet été 1 semaine en montagne pour randonner en autonomie. Votre sac ne doit pas excéder 5 kilos. Il vous reste moins de 150 grammes pour caser votre livre entre votre lampe frontale et votre duvet. Alors, emportez Les vaisseaux du cœur de Benoît de Groult, qui écrivit à l'âge de 68 ans l'histoire d'une passion sexuelle et amoureuse entre 2 êtres que tout oppose. Milieu social, ambition, physique. Et pourtant, durant toute leur vie, ces 2-là ne cesseront de se rencontrer et de s'aimer parallèlement à leur vie respective. C'est inspiré de sa vie à elle. C'est d'une modernité et d'un érotisme à faire pâlir Anna Todd et Colleen Hoover. Et au-delà de cette passion sexuelle, c'est l'essence même de l'amour et le mystère de l'attirance qui sont ici disséqués au fil d'une plume licencieuse. Benoît de Groult, à travers
sa propre histoire romancée, projette sur le lecteur les prodigieux éclats de lumière provoqués par la beauté de ce qu'on ne peut dompter. C'est déraisonnable, amoral, tout en étant fin et furieusement clairvoyant. C'est donc dans la solitude de la nuit, dans votre duvet, que vous pourrez au mieux éprouver l'intensité de la rencontre amoureuse en lisant ce roman juste avant de rêver. Merci pour ces 2 bouquins, Les Vaisseaux du cœur, donc un chef-d'œuvre selon Charlotte Jacobsen. Oui, d'une modernité extraordinaire. Pas de souci, les 2 bouquins donc à retrouver le plus vite possible chez votre libraire. Dans les brocantes, les bouquins, ça se recherche aussi ou pas ? Oui, alors il y a des spécialistes en livres, et c'est sûr qu'après les bouquins vraiment très anciens du 14, 15, 16e siècle ou autre, vraiment très 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 vieux. Ceux-là on ne peut plus les lire parce que quand on approche, c'est de la collection. Mais oui, il y a un marché, il y a un marché pour les livres, complètement. Charlotte, vous, en tant que libraire, dans les brocantes, vous allez regarder ce qu'il y a dans les bouquins ou... Moi, j'aime bien les livres neufs. Neufs, voilà, c'est ça. J'ai un petit toc, je dois dire. Alors, évidemment, à part la bibliophilie dont vous parliez, c'est-à-dire que le livre très ancien, ce qu'on appelle aussi les incunables, ceux qui sont proches qui ont été imprimés vers 1500... après Gutenberg, tout ça, c'est absolument magnifique, avec les enluminures. Après, il y a des livres qu'on ne peut plus trouver du tout en dehors de la brocante. Ces secondes mains-là, elles sont précieuses aussi. Au fil des saisons, les brocanteurs s'installent et vous donnent rendez-vous à tous les chineurs et traqueurs de bonnes affaires. Jamais les brocantes... j'avais dit que j'allais pas le dire. Et vide-grenier n'ont été aussi populaires. À l'heure d'une consommation plus responsable, on cherche à donner une deuxième vie à nos objets, à faire des rencontres et à économiser aussi. Le vintage est en vogue et pousse les amateurs à chiner à la recherche de qualité, ça c'est très important, et de diversité. La brocante d'Orbe se déroulera les 22 et 23 juin prochains à la Grande Rue. Elle promet d'être un événement marquant pour tous les passionnés. Et un passionné, il y en a un sur le plateau, il s'appelle Jacques Dufour, c'est un habitué de l'émission. On le disait tout à l'heure, à peine l'utri terminé, qu'il est déjà sur une autre brocante. Mais c'est un peu ton quotidien, mon cher Jacques. C'est totalement mon quotidien, c'est ma profession. Ouais. Alors l'organisation a pris le dessus, d'organiser des brocantes a pris le dessus sur mes ventes de brocanteurs. Ouais. Parce que voilà, il y a des demandes de communes, il y a des demandes de beaucoup de monde pour organiser de la brocante. Ouais. T'as le temps d'aller farfouiller, d'aller chercher, regarder, fouiller des trucs Alors, pendant que j'organise, pas trop, non. Ouais. Pas trop. Donc, je prends du temps pour moi, et pas en Suisse, parce que quand je vais chiner en Suisse, je suis interpellé à chaque stand, donc je passe trop de temps. Donc, mais je vais à l'étranger pour chiner, oui. Ouais. Ah, vous chinez, Charlotte? Oui, j'adore ça. C'est vrai? Ouais. Tu cherches quoi quand tu vas à la brocante? Comme vous disiez, je cherche à me faire surprendre, mais c'est vrai que j'aime bien la vaisselle, en particulier. Moi, j'aime bien les objets qui ont une histoire ou qui me rappellent une histoire, des choses que j'ai vues chez mes grands-parents, de services dépareillés. Ouais. Voilà, je me fais happer un petit peu partout. Ouais. Et j'y vais sans caddie. Sans caddie, ouais. Mais c'est ça un petit peu, on vient un petit peu... Les bijoux aussi, je voyais les montres, j'aime beaucoup les montres. Ouais. Les anciens bijoux, évidemment, abordables. Les curiosités, j'adore ça, je trouve que c'est un super moment. Et il y a des trésors dans toutes ces brocantes. Enfin, c'est que ça, en fait. Alors, à chaque fois, il y a des trésors. Alors, il y a des objets plus conventionnels, mais c'est vrai que un trésor pour quelqu'un ne peut ne pas être un trésor pour un autre. Hein. Ouais, une clientèle féminine va rechercher d'autres choses qu'une clientèle masculine. Et un bijou ou une montre va correspondre à une personne ou pas. Mais c'est vrai qu'à chaque brocante, les marchands amènent de la nouvelle marchandise. Il y a des trésors à chaque brocante. Ouais. Olivier Pittet va quoi? Farfouiller les disques, non? Oui. Alors les disques, ça j'aime bien. Maintenant, on va même dire les CD, parce que maintenant les CD, on les trouve plus dans le commerce. Ouais. Mais surtout, ce qui me plaît bien dans les brocantes, c'est de découvrir des objets à quoi on se pose la question à quoi ça servait. Parce qu'il y a plein de choses qui sont complètement obsolètes maintenant. Et puis d'avoir le contact avec les brocanteurs.
parce qu'en fait, ils sont tellement passionnés qu'ils ont un plaisir à expliquer ce que c'est. Et un petit souvenir que j'avais, c'est que je ne savais pas ce que c'était une baratte à beurre avec la manivelle. D'accord. J'apprends quelque chose aussi ce matin. Alors, c'est incroyable. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cet outil ? Et je crois que j'ai passé une demi-heure à me faire expliquer comment ils travaillaient avec cet objet. C'était génial. Et trouver des objets qu'on peut après détourner, nous, de leur usage premier. Je trouve ça assez sympa. Et puis l'ambiance aussi. Oui, il y a une ambiance, c'est ça. Alors ce que dit Charlotte, ça vient à la mode depuis quelques années, c'est justement détourner l'objet. Ouais. Que ce soit le meuble ou un ancien bidon d'huile qu'on va transformer en lampe et autres. Ça donne un renouveau aux brocantes, complètement. Oui, les gens bricolent pas mal de plus en plus. Moi, il y a une chose que je ne sais pas faire, c'est négocier. Alors ça, j'aime pas sur les brocantes. Mais alors, justement, ça se fait pas trop. C'est une bonne qualité de ne pas savoir négocier. Ça se fait pas trop, ça, c'est pas forcément bienvenu de négocier. On en a eu parlé de ça. Oui, on en a eu parlé. C'est là que la démarche est différente d'avec un vide-grenier. C'est que déjà le brocanteur aura payé son stand. Ouais. Il aura payé son objet. Il l'aura souvent nettoyé ou remis à neuf. Donc la marge, généralement, elle n'est pas si grande qu'on veut bien le croire. Ouais. Donc c'est vrai, oui, on peut négocier, mais comme je le disais, en tout grand respect. Ouais, avec le respect, c'est important. Ouais. Bon, en tant que brocanteur, est-ce qu'on appelle des fois Jacques Dufour pour venir, je sais qu'il n'aime pas ce mot, vider un grenier ou aller farfouiller, parce que des fois dans les greniers, il y a justement des trésors qu'on peut retrouver ensuite dans une brocante. Ouais. C'est là où ça se joue. Alors il y a tout l'aspect nettoyage que je viens d'expliquer, tout ça, remise en état, etc., etc. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est courant ? Alors, chaque semaine, on m'appelle pour venir voir des objets, pour venir voir un appartement qui doit être vidé. Et vu que j'organise des brocantes et que je suis aussi marchand, mais je collabore beaucoup avec mes clients qui sont les autres brocanteurs. Donc, généralement, maintenant, pour aller plus vite, on demande des photos aux gens. Voilà. Des objets, et selon les photos, je sélectionne vers quel brocanteur je vais diriger la personne qui veut vider son appartement. D'accord, ouais, ok. T'as trouvé des trésors des fois ? Oui. Nous, on en trouve. Un truc. On en trouve. Une anecdote comme ça, dernièrement, une belle lampe Poulson des années 70. Ouais. Donc là, on est dans le design, mais c'est sûr, quand on arrive dans l'appartement, il faut savoir le reconnaître et puis jouer correct dans le prix d'achat qu'on va faire avec la personne qui veut vider l'appartement. Mais bon, je dirais que sur 10 fois, on va tomber une fois sur un trésor. Il y a des règles précises, c'est important, on ne triche pas, ça doit être c'est bien établi. Alors, c'est des règles non écrites, mais tricher, de toute manière, un jour ou l'autre, ça va se savoir, soit par les autres marchands, soit parce que l'acheteur va connaître la chose. Donc, non, c'est un monde où, comme partout... C'est respectueux. Il faut être respectueux. Il faut être respectueux, oui. De l'objet et aussi des gens, évidemment, c'est super important. Complètement, oui. Complètement. L'humain est aussi très important. Et comment on explique cet engouement aujourd'hui ? Parce que c'est vrai que c'est revenu, on en voit partout de ces brocantes. Alors ça a toujours existé, mais là il y a un engouement autour. Est-ce que c'est un problème économique aujourd'hui ? Est-ce que c'est sociologique ? Est-ce que c'est aussi écologique ? Parce qu'on a aussi un petit peu freiné, on gaspille un peu moins, en tout cas on essaye de gaspiller un peu moins. Le deuxième main ou troisième main est assez tendance. Est-ce que c'est un peu tout ça mélangé en fait ? Alors c'est un peu tout ça mélangé. Je pense que les Internet et les réseaux sociaux ont donné une vue aux objets qu'il n'y avait pas avant. Parce que l'image de la brocante poussiéreuse avec des objets sales et autres existe encore. Mais justement, le fait que vous ayez accès via votre écran à des objets dits de brocante qui sont superbes fait que ça popularise les choses. Et après, il y a aussi autre chose. Si je prends l'exemple d'Orbe, Orbe veut dynamiser son centre-ville maintenant, avec un centre-ville où il y a des piétons, des commerces
Et la démarche, c'est ma plus jeune brocante, Orbe, il y a 3 ans, ça va être la 3e édition, part d'une volonté de la ville d'Orbe de dynamiser, d'apaiser son centre-ville aussi. D'ailleurs, il y a une grosse démarche participative qui se fait dans la ville actuellement pour trouver le bon créneau entre voiture et piétonisation. Donc, ce que fait la ville, c'est magnifique. Et ils m'ont appelé il y a 3 ans, justement, pour donner une animation au centre-ville. Nouvelle dynamique. Il y a certainement des concerts aussi, il y a Orbe Festival, il y a beaucoup de choses, mais ça fait partie, la brocante, d'un nouveau dynamisme, pour répondre à ta question, qui popularise ça. On va trouver à manger... Des pistons. Alors, je fais bien attention justement de laisser la part aux commerçants et aux restaurants qui sont sur place. Par exemple, à Nyon, c'est la même chose. À Lutry, c'est la même chose. À Espace Gruyère, c'est différent parce que c'est dans un contexte fermé. Et au Château de Lille, qui aura lieu à fin août, là, je prends des stands de nourriture parce qu'il n'y a pas assez à côté. Mais autrement, le centre de ville d'Orbe sera aussi animé par ses commerçants et par ses restaurants. Et puis le fait qu'il y ait des émissions de TV aussi, là, ça aussi, ça fait une jolie promo, ça. Voilà, alors ça, c'est effectivement pour... Affaire conclue, c'est ça ? Affaire conclue, oui, pour faire connaître aux gens l'historique des objets aussi. C'est ça qui est très intéressant. Là, on ne parle pas de prix qui, des fois, dans l'affaire conclue, peut être contestable. Mais justement, pour cet objet-là, ça me rappelle quelque chose, comme disait Charlotte avant. Cet objet-là, c'est magnifique, je ne connais pas. Je vais commencer une collection. Voilà, pour ça, il y a un côté d'apprentissage qui est très bien dans ces émissions-là. La brocante de Orbe chez les Urbigènes, c'est à Montcalm, c'est du 22 au 23 juin prochain. Les horaires, c'est quoi ? Alors, samedi 9h, 19h, dimanche 9h, 17h. Et il y a un petit ajout qui est très sympa. Tu vas rire, mais c'est un vide ta chambre. Mais ça marche, t'as vu ? C'est un vide. C'est mieux que grenier. Alors, grenier, ça lui met des boutons, mais vide ta chambre. Non, parce que c'est réservé aux enfants. C'est organisé par la Maison des Jeunes. Ah, c'est bien. C'est uniquement le samedi. Alors, sur l'esplanade du château, pas au centre-ville, de 10h à 15h pour les 8-18 ans. Un vide ta chambre. Donc, tout le monde est content comme ça. C'est la première brocante de l'été, les 22 et 23 juin prochains. Ça se passe à Orbe. Il y a toutes les infos sur swissbrocante.org. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis, Orbe, c'est une jolie ville aussi. Le joli bourg est plutôt sympa, le centre-ville. Vous connaissez les Urbigènes un peu, Charlotte ? C'est l'occasion jamais de y aller. 22 et 23 juin prochains. Cet été, profitez des concerts estivaux gratuits le long des quais de la Riviera vaudoise. Montreux, la Tour de Paix, Villeneuve, Véto, Vevey et d'autres lieux de la région accueilleront une série de performances musicales. Que vous souhaitiez danser sous les étoiles ou découvrir de nouveaux talents, les festivals de musique de juillet sont des destinations idéales, de juillet à septembre d'ailleurs, des destinations idéales pour tous les amateurs de musique. Et pour en parler, je reçois celui qui organise et qui va faire du bruit au bord du lac Léman cet été, c'est Olivier Pittet. Merci d'être là, Olivier. Merci. Pas du bruit, non, c'est pas du bruit, c'est de la musique. C'est de la bonne musique. La bonne musique. La bonne musique. La bonne musique où les artistes suisses sont mis à l'honneur aussi. Et ça, c'est important. Alors, c'est effectivement une priorité qu'on a, c'est de mettre en avant ce qu'on a de bien chez nous. Et puis, on a des superbes artistes, des musiciens qui font vraiment de la musique très agréable et puis de la présenter aux autres touristiques, aux autres étrangers qui viennent sur la Riviera et puis qui vont découvrir des groupes de jazz, des groupes de rock, pop, rock, rap dans toute la région et cela gratuitement. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est juste formidable. Alors, on va pas pouvoir parler de tout parce que je vous montre juste comme ça. Alors, à la radio, vous voyez pas, mais il y a un programme incroyable. Donc, de juillet à septembre, tu n'arrêtes pas. C'est de la folie. Donc, tout ça, c'est au bord du lac. Ça veut dire que tu as eu l'occasion de t'acheter un yacht pour pouvoir visiter tous ces lieux. Alors, c'était plus pratique qu'effectivement la voie routière, on va dire ça comme ça. Quand on passe du Bouvray à Vevey, on s'arrête. Il y a juste Véto qui est magnifique comme petit coin, mais par contre, le port, il est tout petit. Il est tout petit, ouais. Et ton bateau, il est trop grand, c'est ça. J'ai un peu peur de râper le dessous. D'accord. Alors, belle programmation où les artistes, on l'a dit, sont mis en avant et c'est gratuit. Mais comment on arrive à organiser alors autant d'événements et
et ce gratuitement, quoi. C'est dingue. Alors c'est grâce à la manne qui vient de la taxe de séjour, donc les touristes qui payent une redevance touristique dans les hôtels. En fait, c'est un fonds qui s'octroie aux organisateurs de manifestations et d'animation des quais de la Riviera pendant la saison chaude. Ouais, c'est une bonne chose, ça. Ça permet effectivement de pouvoir proposer des trucs incroyables. Hein. C'est un retour sur, entre guillemets, c'est un retour sur investissement des touristes en leur offrant plein d'animations gratuites pour eux. Ouais. Alors l'été, là, cette saison estivale, il y a pléthore d'événements. Il y a des festivals dans tous les coins, dans chaque bled. Non, mais c'est vrai. Comment on fait pour sortir son épingle du jeu parmi cette offre pléthorique, justement? Je crois que l'avantage qu'il y a, c'est que il n'y a pas de concurrence. C'est pas un festival, c'est vraiment une offre touristique. Et on recherche pas directement le public. Le public, il est là. Il est sur les quais, il se promène, et puis on profite d'animer un petit peu ces lieux. Mais donc il n'y a pas vraiment de concurrence. Les festivals, eux, ils ont une notion de rentabilité que nous, on n'a pas. Sur ces organisations-là. Ouais. D'ailleurs, pour certains, c'est compliqué, hein, sans vouloir remuer le couteau dans la plaie. Pour certains, ils doivent revoir un peu la copie. Hein. Ah, complètement. Et notamment sur la Riviera. Mais, ouais. Alors, qu'est-ce qui... J'avais compris de qui je voulais parler. Non, on n'a pas compris. Parmi les offres proposées, il y a aussi des tremplins jeunesse qui sont organisés. Et ça, c'est génial parce qu'il faut penser à tout le monde. Et vous pensez aux jeunes et c'est important. Alors ça, c'est la fête de la musique de Montreux, en fait, qui était absente depuis 2019. On a arrêté de faire ça par rapport au Covid qui a fait déjà les 2 ans d'arrêt obligatoire. Après, on s'est poser des questions en disant mais est-ce que une fête de la musique a vraiment lieu d'être à Montreux à 10 jours du Montreux Jazz? C'est pas du tout les mêmes budgets, ça me paraissait un petit peu ridicule. Et du coup, c'est reparti cette année sur la demande d'une jeune stagiaire de la maison de quartier de Clarens, le centre des jeunes, qui fait son programme de stage et puis son bachelor, son mémoire de bachelor, voilà, ça m'a tué, sur la fête de la musique. Et du coup, elle s'est approchée un petit peu de nous, en disant mais j'aimerais faire, puis on est en train de monter tout ça, puis on a décidé de faire un tremplin jeunesse avec des gens qui sont quasiment jamais montés sur scène. Génial. Des jeunes qui viennent du conservatoire, qui vont faire leur première scène, qui vont jouer tout seuls avec un piano. Ça va être, c'est vraiment quelque chose que moi je trouve important pour une fête de la musique, c'est justement de donner l'occasion à ces jeunes de pouvoir faire leur première scène. Et puis de terminer juste avec 2 concerts qui sont en guillemets plus professionnels, elle est plus aboutie, avec l'OEV puis surtout les Stevens derrière, qui sont quand même... ça va être une ambiance assez folle, quoi. Ouais, effectivement. En petit clin d'œil à Yvon Pranel au passage. Voilà. Donc la 11e fête de la musique de Montreux, donc qui se met à Clarens, qui se déplace à Clarens. Qui se déplace à Clarens parce qu'on laisse la place à Mathieu Jattan et à ses amis. Ils sont en train de ils ont commencé à installer. Ils ont un petit peu commencé. Il y a un peu beaucoup de choses qui se passent par Montreux à ce moment-là. Il y a beaucoup de pelles mécaniques, de Manitou qui se baladent partout. Ouais. Donc les quais sont un petit peu pris d'assaut avec des choses qui sont en plein travaux, quoi. Alors il se passe des choses tout l'été, c'est durant toute la saison estivale. La liste elle est vraiment très très grande. On peut pointer quelques-uns. Comme ça au passage Laura Scalia qui sort aussi un nouveau projet là tout prochainement. C'est l'occasion de pouvoir l'apprécier à Villeneuve. Là ça sera le 13 juillet prochain. D'autres artistes, on peut penser à Sophie Decoué, Marzella, Fanny Leb, Mark Kelly, etc. Tous ces artistes. Ça veut dire que toi, qui as programmé ces artistes, tu es allé les écouter à un moment donné, tu as dû aussi faire une programmation, c'est un travail colossal aussi, parce que, là, je ne sais pas combien il y a de concerts, je n'ai pas compté. 52. C'est pas le petit truc. C'est toi qui as programmé, donc c'est un travail colossal tout ça. Alors c'est un travail colossal, mais c'est passionnant, parce qu'il y a beaucoup on se connaît depuis longtemps. Mais par contre, j'aime bien faire pendant le fin de l'été. Je fais la programmation de ça en principe en septembre.
D'accord. Et parce qu'on est plus dans le mood été short tongue plutôt que de faire ça au mois de janvier quand il fait moins 12 et puis quand on sort en doudoune. Et en fait, j'adore aller surfer un peu sur Internet, voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui sort, quels sont les nouveaux groupes qui arrivent. Et on arrive à faire des choses, puis ils sont tout contents d'être pris dans cette grande salade de fruits parce que c'est plein de couleurs, parce que c'est beaucoup plus simple. Et en fait, tous ces artistes, ils sont heureux de venir jouer une fois durant l'été sur la Riviera, et c'est génial. Et sur le Bouvray aussi. Ouais. Et ça, c'est assez unique. Il n'y a que toi qui propose ça. En tout cas, au bord du Léman, il y a plein de choses qui se passent, évidemment, mais avec une offre aussi importante. Alors, je ne sais pas si je suis le seul ou on est les seuls à proposer, mais effectivement, peut-être l'idée, c'est de faire des concerts tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, et samedi et dimanche. Ouais, il faut que ça bouge. Donc, il y a un choix incroyable, sauf le lundi. Et des fois, on arrive encore à en rajouter un le lundi parce que d'un coup, il y a un truc, il y a des gens qui arrivent et puis qui disent je suis disponible, donc je peux venir. Donc, on profite de ça et donc les gens sont invités à aller soit à Villeneuve, soit à Montreux, soit à Vevey, soit à La Tour, quasiment tous les jours de la semaine. Vevey, La Tour de Paix, Montreux, Véto, Villeneuve. Tu voulais ajouter quelque chose, Jacques ? C'est bien. J'aime être surpris aussi quand tu te balades, comme Charlotte disait, avec les brocantes, être surpris. Bien sûr. Pour moi, c'est la même chose avec la musique. Tu peux faire des jolies découvertes futures. Oui, puis ce qui est bien, c'est que pour une fois, on n'est pas obligé de réserver 6 mois à l'avance. C'est vraiment en fonction de l'humeur. Et non, mais ça fait du bien aussi parce que on se balade, on tombe sur ces concerts, on sait qu'il y en a pendant 2 mois. Mais je trouve ça bien d'arrêter d'être aussi très planifié et d'aller vers la découverte. Puis il faut être un peu curieux aussi. Et ça permet de découvrir qu'on a des artistes incroyables dans la région. Il y a un autre événement, on a tout dit, oui, tu m'as envoyé un autre flyer l'autre jour. Ça, c'était la fête de la musique. D'accord, voilà. La fête de la musique. Et après, juste peut-être le Bouvray. Oui, alors le Bouvray, effectivement. On parle du bateau. On parle beaucoup du Bouvray. On a parlé du festival de la vapeur avec le Swiss Vapor Park. Le Bouvray, il se passe beaucoup de choses au Bouvray. Mais aussi tout l'été. C'est un peu Saint-Tropez au Bouvray. C'est vrai. C'est le bord de mer. C'est le bord de mer du Valais. C'est Saint-Tropez du Valais. C'est presque vaudois. Alors ça, faut pas le dire là-bas. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe à Saint-Tropez au Bouvray. C'est notre porte d'entrée. Au Bouvray, alors, nous, on a tous des concerts tous les jeudis soirs, depuis le 27 juin jusqu'au 22 août. Et on a une grosse scène au bord du lac, sur le port, vue sur le lac, les bateaux, avec des petits chalets de gastronomie. Donc, avec aussi toutes sortes de musique, jazz, pop. Et en fait, je fais un petit focus, voilà, je vais y arriver. Mais c'est parce que tu as parlé de fruits tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Les ficus. Sur le 18 juillet, où en fait, on a une découverte qui nous vient de Brigue. C'est Eliane Amerd Band, comme la présidente de notre beau pays, qui fait tout un concert de pop sur le thème du vin valaisan. J'avais jamais entendu ça, j'ai trouvé ça tellement drôle et c'est très bien fait. Très bien. Et ben voilà, une autre date à retrouver. Toutes les infos, ça se passe sur le site internet okok.ch. Alors ok comme les quais, -ok. Ok. C'est compris. C'est facile à se rappeler. Ok. Voilà. On a tout dit ? C'est parfait. Merci Olivier Pittet. Bravo pour ce boulot. Et puis bravo parce que grâce à ce genre d'événement, c'est la possibilité de mettre aussi en avant nos artistes, ces artistes suisses. Dieu sait s'ils en ont besoin. Et c'est des belles scènes, des belles conditions. Et on te souhaite du soleil. Surtout pas de pluie en tout cas, surtout pas de pluie, c'est surtout ça. Et plein succès pour ces différents événements organisés à Vevey, La Tour de Paix, Montreux, Véto, Villeneuve. Voilà, on a tout dit, donc n'hésitez pas, ok.ch pour en savoir un petit peu plus. C'est la fête de la musique, donc le 21 juin du côté de Clarens. Allez soutenir ces jeunes qui ont aussi besoin qu'on les applaudisse et qu'on les soutienne. Bravo en tout cas, merci Olivier Pittet. M-Media.